Depuis 12 ans, avec des moyens restreints, mais votre soutien indéfectible, l'audience de TVL a littéralement explosé. Avec près d'1 million d'abonnés uniquement sur notre chaîne YouTube principale, notre force de frappe inquiète désormais le pouvoir. Nos analyses sans concession ni caricature dérangent. Lors de la crise sanitaire, nous n'avons eu de cesse de nous élever contre la coercition d'État. Depuis 2022, nous dénonçons cette escalade guerrière d'Emmanuel Macron et ses amis néocons sur le conflit en Ukraine qui pourrait nous conduire jusqu'à un affrontement direct avec la Russie. TVL propose une voie unique, une voie indépendante et sans allégeance. Ce refus des caricatures, des facilités ou des outrances nous place de fait dans la ligne de mire du pouvoir. Ils ont peur de notre montée en puissance. Alors, après les opérations de censure, après les bannissements des plateformes, eh bien, le pouvoir politique a maintenant décidé de fermer nos comptes bancaires. Mais alors, je peux vous le dire, cette nouvelle opération de déstabilisation politique n'aura pas plus de succès que les précédentes. À TVL, on a le cuir épais. On ne se laissera pas abattre. Nous avons déjà accompli les démarches nécessaires et trouvé une solution. Et dès à présent, vous pouvez refaire un don à TVL de façon sûre et sécurisée. Mais évidemment, ces nuisances ont un coût. Celui du temps qu'elles mobilisent, des efforts qu'elles concentrent, des attentions qu'elles redirigent. Et entre nous, je pense que c'est leur but. Ils veulent nous écarter de notre mission première, celle qui les effraie tant, vous informer librement. Alors, c'est à vous de continuer de soutenir TVL, votre média indépendant qui sait piquer au vif le pouvoir. Aidez-nous et donnez-nous les moyens de poursuivre l'aventure et l'accélérer. Je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Viktor Orban est-il devenu le cheval de Troie de Trump en Europe après avoir été celui de Vladimir Poutine? Je vous rassure, nous ne le pensons pas à Choc du Monde, c'est le grand continent qui l'écrivait après la conférence d'action politique conservatrice de Budapest, le CIPAC, fin mai. Pour en parler, je reçois Thibaut Gibelin, professeur invité au Matthias Corvinus Collegium de Budapest et auteur de l'essai « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne ». Thibaut Gibelin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir encore une fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Alors le CIPAC, c'est une démonstration de force conservatrice en Europe centrale, mais point important, c'est un événement d'origine américaine créé en 1973. Chaque année à Washington DC, les conservateurs y discutent stratégie et prise de pouvoir. Et depuis 4 ans, ils font la même chose à Budapest, et vous y étiez, Thibaut Gibelin. Le thème de ce congrès était l'âge des patriotes. Alors, je veux bien croire que la Pologne vient de basculer à droite, qu'il y a Meloni en Italie, Orban ou Fico, mais Simeone a été défait en Roumanie, Wilders vient de quitter le gouvernement aux Pays-Bas, et Macron est toujours au pouvoir à Paris et Ursula von der Leyen à Bruxelles. Alors, parler de l'âge des patriotes, Thibaut Gibelin, n'est-ce pas trop optimiste ? C'est surtout une exigence. C'est une ambition politique. Vous avez rappelé que c'est dans les années 1970 que la CIPAC a vu le jour, en fait précisément dans un moment de dérive libertaire de la jeunesse américaine, d'échec, de faillite complète pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est en fait une volonté de reprise en main. Et c'est une volonté de résister au train où vont les choses et qui entraîne un pays dans le déclin. Alors, vous avez raison, comme ça vient des États-Unis, ça peut pas être évidemment la même chose en Europe. Et il y a quelque chose de l'ordre de la mutualisation des forces nationales, des orientations conservatrices qui existent dans le monde occidental. Mais chacun veut tirer son épingle du jeu. On aura l'occasion d'y revenir. Simplement, face à la lame de fond, qui est une lame de fond nihiliste d'effondrement démographique, aussi de recul de la puissance des pays européens. La manière dont les nations se relèvent chacune doit être à peu près coordonnée. Il ne faut surtout pas que les divisions entre nations européennes servent
ce pouvoir surplombant d'inspiration gauchiste qui joue un rôle évidemment négatif. Donc là, vous parlez de Bruxelles. De Bruxelles, mais aussi dans chaque pays, finalement. Les médias dominants, les courants qui façonnent l'opinion sont d'inspiration libérale, libertaire. Et la manière dont un pays réussit à renverser la tendance, en l'occurrence c'est le cas de la Hongrie, eh bien ça doit permettre d'inspirer les autres. Si la Hongrie a décidé d'accueillir la CIPAC à partir de 2022, et c'est un événement qui donc a lieu au mois de mai tous les ans depuis, c'est parce que la seule façon de conjurer la montée en puissance inexorable finalement de ce déclin structurel, c'est que la Hongrie ne soit pas la seule à relever ce défi. Alors vous dites que, en substance, que Budapest, enfin en tout cas le pouvoir de Viktor Orban est à l'avant-garde de cette contre-révolution. Je ne sais pas si vous accepterez le concept, mais alors justement, venons-en à Orban, à son discours. Je vous propose, Thibaut Gimelin, un court résumé de ce qu'il a dit lors du CIPAC. L'année 2024 a vu un véritable revirement civilisationnel, s'est félicité Viktor Orban. La victoire de Trump a apporté l'espoir au monde entier. L'Empire Soros, dans son ensemble, a été mis à nu, s'est-il exclamé, se réjouissant de la défaite du wokisme, de l'immigrationnisme et de l'État profond américain. Mais s'il croit que le rêve américain peut revenir, Orban s'inquiète de la disparition du rêve des Européens. Un rêve simple, selon lui, vivre sans guerre, en prospérité et en sécurité. Un rêve que devait réaliser l'Union européenne avant qu'il n'ait été détourné par Bruxelles. Un rêve ainsi brisé par les technocrates qui ont, selon Orban, organisé un remplacement de population. Les Hongrois, quant à eux, veulent la paix, la souveraineté, la liberté et donc la fin de l'immigration, dit-il. Et lui, Viktor Orban, veut l'union des États souverains pour renverser l'ordre établi. Alors, dites-nous, Thibaut Gimelin, les conservateurs ont-ils élaboré une stratégie, comme l'évoque Viktor Orban, pour prendre le pouvoir en Europe? Et surtout, que veulent-ils combattre? Alors, celui qui a une stratégie à peu près opérationnelle, c'est Viktor Orban, qui donc a repris le pouvoir en 2010 en Hongrie et qui a été réélu en 2014, 2018, 2022. À plusieurs reprises au CIPAC, il essaie de faire œuvre de pédagogie et de doctrinaire pour ces franges conservatrices qui résistent et qui parfois reprennent la main dans le monde occidental. Cette fois-ci, la grande leçon qu'il voulait mettre en lumière, c'est qu'il n'y aura de changement européen qu'autant qu'il y aura des changements au niveau des nations européennes. Que finalement, Bruxelles n'est jamais qu'une émanation des défaillances nationales et que c'est en changeant les choses chez nous qu'on coupera l'herbe sous le pied de ces tendances dont Ursula von der Leyen est finalement le visage et la façade. Elle en profite. Elle en profite et elle est la bénéficiaire des démissions des pays. Alors qu'est-ce que c'est qui rassemble ces pays? C'est de reprendre la main et de mettre un agenda d'intérêt national là où on a des tendances idéologiques qui, elles, sont unificatrices, qui, elles, sont homogénéisatrices. Et ça se passe au niveau donc de chaque nation. Alors, il évoque les souverainistes d'ailleurs davantage que les conservateurs, après on va en parler. Je pense que le terme conservateur est plus anglo-saxon. Je ne sais pas s'il est accepté en Hongrie. En tout cas, Budapest et Viktor Orban utilisent davantage le terme de souverainiste. Il évoque que le rêve européen a été détourné par les Bruxellois, disons, enfin par Bruxelles. Vous croyez réellement qu'il est possible de le réorienter à l'heure actuelle, ce rêve européen? Alors, bien sûr que si changement il y a, ce sera de l'ordre d'une réorientation, parce que il serait complètement illusoire d'imaginer que on peut soudainement avoir un monde parfait, un château de contes de fées qui surgit comme ça peut-être un demi-siècle de démission nationale à un rythme galopant. Donc s'il y a un changement, c'est que sur un élément de reprise de souveraineté, on va avoir des décisions nationales concertées, par exemple en politique migratoire, mais ce n'est jamais qu'un pas dans la bonne direction. Il faut essayer de sortir de cette vision iréniste selon laquelle on pourrait soit tout changer, soit c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, c'est la décadence. On vit dans l'ordre de l'imperfection, on vit dans une lutte politique qui est toujours à couteau tiré,
et où aucune victoire n'est garantie et où aucune défaite n'est définitive. Alors c'est amusant, vous me faites penser à des propos de Kevin Roberts, qui est le dirigeant de la Fondation Héritage aux États-Unis, qui disait, alors qu'il était de passage à Paris il y a quelques jours, qu'il faudrait 2 générations aux États-Unis pour changer les choses, pour continuer la révolution de Donald Trump, la révolution opérée par Donald Trump depuis 7 ans. Je vous demande une question un peu difficile, mais combien de temps faudrait-il en fait ? Je dis ça parce que vous avez une connaissance des rouages bruxellois, vous y avez travaillé. Combien de temps faudrait-il, à votre avis, en Europe pour réorienter justement les choses ? Alors, je pense qu'il faut penser à l'échelle du siècle. Voilà, on est déjà maintenant dans ce deuxième quart du 21e siècle. Par ailleurs, pour des gens de notre génération, on a 30, 40 ans de carrière et d'action devant nous. Donc c'est dans cette déjà en se projetant dans la deuxième moitié du siècle qu'on voit les tendances encore sous-jacentes et simplement dessinées assez fragilement aujourd'hui, qu'on peut les voir comme pérennisées, décuplées par une génération de successeurs. Voilà, je pense qu'il est très intelligent de penser en termes de génération. C'est parce que c'est comme ça que les changements politiques s'établissent et finalement s'enracinent. L'évolution de la France depuis un demi-siècle, c'est celle de la prise de pouvoir des boomers, puis donc cette génération de l'après-guerre et de leur mutation, je dirais, puis maintenant en étant un bloc de retraités qui pétrifie l'évolution du pays. Vous voyez, donc c'est bien cet aspect générationnel qui est pertinent. Et dans le cas des États-Unis, ces 2 générations, on peut penser aussi sur 2 générations d'actions continues, concertées, organisées pour peser. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit-là que la CIPAC a un intérêt, puisque sinon c'est des prises de position assez brèves, avec des effets d'annonce et des éléments de discours assez percutants. Mais ce qui compte vraiment, c'est le réseau qui est tissé derrière, et c'est la vision de long terme que ça permet d'envisager. Alors, question, Orban est-il devenu le cheval de Troie de Trump ? C'est ce qu'écrivait le Grand Continent il y a quelques jours. Mais bon, la question mérite un peu d'être posée quand même. On a l'impression qu'il organise certaines choses pour la puissance américaine en Europe. Alors, l'alliance, elle semblait très, je dirais, très entière il y a un an, avant les élections américaines, où là, Viktor Orban faisait un plébiscite, vraiment, plébiscitait largement le candidat républicain, parce que la pire des choses, ce serait une Kamala Harris, président de la première puissance du monde occidental, et qui nous entraînerait, qui catalyserait toutes les mauvaises tendances. Maintenant que Donald Trump a été élu, Viktor Orban ne s'est pas rendu à l'intronisation de Donald Trump en janvier dernier. Pourquoi ? Simplement parce que c'est pas son président. La politique hongroise, c'est la question de défendre l'intérêt national. Et c'est en ça que c'est intéressant pour nous. C'est pas parce que c'est l'intérêt hongrois, c'est parce que c'est l'intérêt national. Et l'intérêt national bien compris, on aurait tout intérêt à en faire, nous autres Français aussi, à en comprendre les logiques et les ressorts. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt entre la Hongrie et les États-Unis aujourd'hui ? Il y a une divergence, évidemment, notamment en termes de puissance économique, puisque la puissance économique américaine, elle se restaurerait au détriment de l'Union européenne, face à qui les États-Unis ont un déficit commercial énorme. Donc là, vous évoquez bien sûr la querelle autour des tarifs, comme on dit aujourd'hui, bien tarifs sûr. douaniers, évoqués depuis quelques semaines par Donald Trump, et évidemment qui pénaliserait la Hongrie, d'autant plus que la Hongrie commerce avec la Chine et plaide pour des accords avec la Chine. Il y a d'abord la Hongrie en tant que pays de l'Union européenne. Les États-Unis sont une puissance rivale. Et ensuite, il y a le fait que la Hongrie ne refuse de s'enfermer derrière des rideaux de fer quelconques, et donc elle commerce activement avec la Chine, mais aussi avec l'Asie centrale, avec tous les pays avec qui elle juge que c'est dans son intérêt. Et ça, les États-Unis, ça les fait grincer des dents. Alors, quelques éléments un petit peu clairs. L'un des principaux conseillers de Viktor Orban était sous sanctions américaines. Ces sanctions ont été levées par l'administration Trump, donc il y a des gestes évidemment favorables. En revanche, sur une situation privilégiée de la Hongrie vis-à-vis des États-Unis,
par rapport à leurs autres partenaires européens, ça évidemment c'est illusoire puisque les compétences commerciales sont une compétence exclusive de l'UE, de Bruxelles, et donc la Hongrie ne peut pas négocier, elle n'a pas la marge de manœuvre. En revanche, c'est sur la question géopolitique que là, il y a toujours une forte convergence, puisque la question c'est est-ce qu'on va à la guerre, est-ce qu'on militarise l'Europe pour s'entretuer entre Européens, Russes et européens de l'UE, ou est-ce qu'on arrête cette folie? Et le fait que Donald Trump soit du côté d'arrêter déjà de perdre de l'argent à financer à fond perdu l'Ukraine, c'est quelque chose qui enraye la machine de guerre occidentale. C'est quelque chose qui permet d'ouvrir au moins une perspective de paix. Et donc, de ce point de vue-là, vous pensez que ce point-là, sur les négociations et sur le conflit ukrainien, domine tous les autres? En tout cas, comme c'est celui qui reste en termes de convergence réelle entre Budapest et Washington, c'est celui qui est mis en exergue par les Hongrois et celui avec lequel, évidemment, les États-Unis, du coup, conservent d'excellents atomes crochus avec Budapest. Simplement, il faut bien prendre en mesure bien prendre en compte que l'intérêt de la Hongrie, c'est de se servir finalement de cette volonté américaine simplement de revoir leur ordre de priorité et de ne pas voir dans l'antagonisme vis-à-vis de la Russie quelque chose de structurel ou de nécessaire pour l'Amérique du Nord. Et là, ça c'est l'intérêt de la Hongrie aussi. Et là-dessus, il y a une convergence qui se maintient. Et pensez-vous que les Hongrois, Orban, n'ont-ils pas un peu été déçus par Trump qui promettait de régler le problème en 24 heures? Et évidemment, quelques mois plus tard, nous sommes toujours quasiment au même point. Au contraire, bien loin d'avoir une approche un petit peu consumériste. On a payé pour un spectacle, on veut que le cow-boy résolve les choses et que ça se passe vite et bien parce qu'on a payé notre entrée pour ça. C'est pas du tout ça l'approche. L'approche, c'est la vie est tragique. On vit dans un monde qui est profondément hostile. Voilà, c'est comme ça que les Hongrois, par ailleurs, voient le bilan du XXe siècle qui les a évidemment meurtris. Donc, il n'y a pas d'attente irénique comme ça. C'est plutôt tant que on retarde la catastrophe, les choses vont dans le bon sens. Voilà. Et Viktor Orban, dès qu'il a pris la tête de la présidence tournante de l'UE en juillet dernier, il a clairement dit, moi, je fais un travail de facilitateur pour qu'on aille vers la paix en Ukraine, parce que c'est l'intérêt de mon pays et l'intérêt de l'Europe. Rappelons qu'il a rencontré Zelensky quelques jours après Vladimir Poutine à Moscou, ce qui lui a évidemment été beaucoup reproché, et puis il a continué avec Xi Jinping, etc. Exactement. Et qu'est-ce que c'est l'approche hongroise là-dedans? C'est pas qu'on va faire la paix, c'est que on retarde la catastrophe et peut-être que on va décoincer, des négociations fructueuses. Et c'est la même chose qu'ils attendent de Trump. Trump n'est pas un Deus ex machina qui va résoudre les tragédies de l'histoire. Mais en même temps, on reproche souvent à Orban ses concessions. Par exemple, il refuse les sanctions et puis ensuite il les accepte. Et là d'ailleurs, c'est encore une nouvelle fois sur la table. En fait-il assez? Orban en fait-il assez? Comme il est à la tête d'un pays de 9 600 000 habitants enclavé dans l'UE, sa marge de résistance à la machine européenne est évidemment limitée. C'est toujours un rapport de force et il y a un rôle de lanceur d'alerte et d'être le premier à sortir de la tranchée pour essayer d'entraîner le courage des autres. Si jamais par exemple l'Italie, ou plus encore la France, se mobiliser au niveau européen à la mesure de la puissance du pays, autant que la Hongrie le fait, les choses évolueraient naturellement. Sur les paquets de sanctions, à chaque fois, c'est les sanctions par lesquelles, on le sait, les acteurs économiques européens sont très hypocrites. C'est-à-dire que les échanges avec le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ont été démultipliés ces dernières années, et en fait, c'est par là que transite le commerce avec la Russie. Donc tout ça est un jeu de dupes. Voilà, simplement, la Hongrie a garanti, elle, des exemptions pour le commerce du gaz, le commerce du pétrole, donc dans le secteur des énergies, parce que c'est quelque chose de crucial. C'est pour la Hongrie. Et là-dessus, il y a des exemptions qui sont négociées bec et ongle. Sur le reste, qui sont donc des dispositions censées brider, limiter la machine de guerre russe, la Hongrie avertit, la Hongrie dit qu'il traîne des pieds, mais quand les sanctions sont décidées unanimement par les 26 autres pays, la Hongrie s'y joint de mauvaise grâce.
Parvient-il à entraîner le courage des autres, comme vous dites, Thibaut Gibelin? Je pense par exemple à la Pologne. Les intérêts, les visions à l'égard de la Russie, à l'égard du conflit sont diamétralement opposés. Et pourtant, nous sommes dans la même zone d'Europe centrale. Comment se fait-il qu'il y ait à ce point une exception hongroise? Alors, d'abord, l'Europe centrale, il y a une région dite danubienne, dont la Hongrie est un petit peu le cœur, et une Europe plus tournée vers la Baltique. Et la Pologne, c'est aussi un pays de la Baltique, un pays riverain de la Baltique, et un pays vraiment très marqué par cet antagonisme avec la Russie. Et ces deux espaces géopolitiques, en fait, assez distants. Ce qui est sûr, c'est que les élections de la présidence polonaise, qui ont eu lieu le week-end passé, ont vu la victoire du candidat nationaliste, Karol Nawrocki, et c'est un candidat qui a fait campagne sur le fait que l'Ukraine ne doit pas intégrer l'OTAN. Donc il y a eu, et ça c'est quelque chose sur lequel on peut le mettre au crédit de la Hongrie, ce que dit la Hongrie depuis 2022, c'est maintenant une idée qui a fait son chemin, fait que l'Ukraine doit être vue comme un partenaire extérieur, neutre, et non pas une part intégrante du monde occidental. Et pendant les premières années, la Pologne pensait étendre son influence sous le drapeau de l'OTAN et renouer avec une espèce de mentalité coloniale vis-à-vis de l'Ukraine. C'est maintenant des choses qui évoluent radicalement parce que les Polonais comprennent, en tout cas pour cette majorité d'électeurs qui ont porté au pouvoir ce président conservateur, les Polonais comprennent qu'il n'y a pas de solution à une architecture de défense européenne et une stabilité de l'Europe en voulant à tour de force intégrer cette Ukraine dans l'OTAN. Alors si l'on vous suit bien, Thibaut Gibelin, on a besoin en Europe de l'exemple d'Orban, de cette avant-garde hongroise. On nous dit en même temps qu'Orban et son parti sont au plus bas dans les sondages depuis 10 ans. Alors ce n'est pas faux, mais alors cela veut-il dire que son pouvoir est menacé, donc en fait que sa pérennité et que son exemple le serait aussi? Bien sûr que tous les 4 ans, tout est remis en jeu, puisque les élections ont lieu tous les 4 ans en Hongrie. Pour l'instant, le Fidesz, qui a pris le pouvoir avec les 2 tiers des voix en 2010, a renouvelé cette majorité en 2014, puis 2018, puis 2022. L'an prochain, les élections reviennent à nouveau. La Hongrie est un pays démocratique. Et en effet, le parti TISA est devant dans les sondages. Simplement, il y a une forme de mécontentement populaire parce que la vie est plus compliquée depuis la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine. C'est des gros événements globaux qui conditionnent la vie, notamment économique, d'un pays comme ça enclavé, mais comme c'est le cas aussi pour nous. La tendance est à sortir les sortants parce que, en Hongrie comme ailleurs, parce que les choses ne vont pas bien. Simplement, il y a beaucoup encore de la faute péripéties. À l'étranger. Je joue un peu l'avocat du diable, mais dans ce cas, c'est la faute à l'étranger. La faute à un pourrissement général de la situation, à une précarité qui augmente, à une inflation qui a beaucoup augmenté en Hongrie ces dernières années. Mais il me semble qu'il y a dans ce mécontentement populaire une volonté d'avertissement, et parce qu'on est encore très loin du scrutin, il n'y a aucun programme, aucune perspective d'alternative dans cette opposition, qui est un petit peu un décalque du Fidesz sans le Fidesz. Le but, c'est même un dissident du Fidesz qui est à l'initiative de ce parti et qui en est le fer de lance. Donc il me semble que quand on se rapprochera de l'élection, et ça se jouera dans les 2 derniers mois, on aura une idée beaucoup plus nette des rapports de force et des intentions réelles des citoyens hongrois. Pour l'instant, le mécontentement s'exprime par un goût du ras-le-bol, mais souvenons-nous en France des sondages qui préfigurent l'élection 1 an avant, et évidemment, c'est pas du tout les résultats qu'il y a dans les urnes le jour J. Orban a interdit la Gay Pride à Budapest, qui doit avoir lieu bientôt, là, le 28 juin. Est-ce une non-affaire ou un véritable scandale à Budapest même? Ni l'un ni l'autre. C'est pas une non-affaire parce que ça va être évidemment porté à bout de bras par les forces d'opposition et par je dirais les tenants de cette marche en avant progressiste sociétale partout à l'étranger. Et c'est évidemment pas un scandale du point de vue des Hongrois, puisque il y a une minorité de Hongrois qui y participent même. Mais qu'est-ce que c'est qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est de dégager, pour Viktor Orban et le Fidesz, de dégager un consensus majoritaire.
L'un des éléments du consensus, c'est pas de guerre en Ukraine. Un autre élément du consensus, c'est nous sommes une société établie sur des valeurs traditionnelles et la protection de l'enfant est au cœur de notre politique familiale. Or, cette marche des fiertés a été interdite parce que la vulgarité qui s'y déploie a été jugée comme pouvant porter préjudice aux enfants qui sont dans l'espace public. Voilà, c'est ça l'approche qui a été, du législateur hongrois. La Cour suprême hongroise vient de retoquer cette loi hongroise. Donc on voit que c'est même débattu en interne. Ce qui est certain, c'est que le bon élément pour Viktor Orban et son parti, c'est que la bonne conscience occidentale et les partis de gauche des pays d'Europe viennent au secours de l'idéologie du gender, etc., et viennent s'ingérer dans la politique hongroise en expliquant il faut que vous vous soumettiez à ça parce que c'est ça le progrès, etc. Et en remettant en cause des lois votées par les représentants du peuple hongrois au nom d'un prétendu progrès. Et là, c'est quelque chose sur lequel les Hongrois retrouvent un fort sentiment commun, et il va y avoir donc il y a clairement une volonté politique du gouvernement hongrois de fédérer autour de est-ce que vous êtes du côté de la famille et des valeurs traditionnelles ou est-ce que vous êtes du côté de ce défilé. Voilà. C'est comme ça que la question est posée. Et c'est un peu la même chose avec la guerre en Ukraine. Est-ce que vous êtes du côté de la paix et de faire passer l'intérêt national pour la paix et la sécurité, ou est-ce que vous voulez risquer une aventure militaire contre une puissance nucléaire parce qu'il faut intégrer l'Ukraine dans le bloc occidental. Vous voyez, et c'est en posant la question, évidemment, d'une manière qui est ficelée d'une certaine façon, que le Fidesz entend défendre un intérêt majoritaire. Alors, nous l'avons entendu, Orban, dans son discours durant le CIPAC, a revendiqué la victoire contre l'Empire Soros en Hongrie. Les réseaux existent-ils encore, je pense évidemment, pour soutenir des initiatives comme cette marche des fiertés? Sont-ils encore influents en Hongrie? En dépit évidemment du recul de Soros. Les réseaux Open Society sont des réseaux qui étaient le fer de lance de tendances libérales, libertaires, et qui étaient aussi secondés ou corrélés à ce que le USAID, donc le réseau d'aide internationale de l'État américain, de l'État fédéral, pouvait distribuer partout. Or, ce USAID a été quasiment démantelé par le Doge d'Elon Musk, et Viktor Orban a justement sauté sur l'occasion pour aller plus loin, pour détricoter ce système d'influence qui n'est pas celui de George Soros, mais qui finalement défend les mêmes tendances dans la société et au profit de la même oligarchie occidentale. Et quand ça vient pas ni de Soros ni de l'État fédéral américain, mais ça vient aussi des grands groupes allemands notamment, qui ont joué un rôle très important dans la structuration des médias polonais et qui jouent un rôle dans le monde audiovisuel hongrois, avec des radios et des télés privées qui sont nourris par ces capitaux. Donc on voit que George Soros était un visage pratique parce qu'il est d'origine hongroise et que les Hongrois pouvaient donc identifier quelqu'un. Mais en fait, c'est bien une question de la politique nationale face à des tendances qui sont supranationales et parfois antinationales. Et c'est cette mise en musique, vous voyez, de l'antagonisme qui permet de cultiver un sentiment d'appartenance identitaire et une défense de la souveraineté face à un étranger perçu comme dangereux. Mais vous avez donc le sentiment que Orban a remporté une nouvelle bataille ces derniers mois face à USAID après celle de Soros. Oui, ou du moins, il a utilisé à son profit l'espèce de conflit interne très fort qui maintenant a dégénéré entre démocrates et républicains. Ceci dit, pour tempérer un petit peu cette remarque, j'aimerais vous signaler qu'un commissaire hongrois chargé d'enquêter, donc un député européen qui a eu cette fonction d'être un commissaire à l'analyse de USAID et de ses dérives,
a rencontré le responsable aux États-Unis de l'enquête sur ces opérations et il est reparti les mains vides parce qu'en fait, les États-Unis ne souhaitent pas s'aborder leur influence internationale pour simplement les beaux yeux de la probité, voyez, et et l'amitié de leurs partenaires européens. Donc, il faut bien quand même garder en tête que ces réseaux étaient des réseaux d'influence qui servaient les États-Unis en tant qu'empire planétaire, et finalement, les querelles idéologiques qui existent à l'intérieur du monde américain doivent être traitées en interne, selon évidemment les hauts responsables américains, alors que pour Viktor Orban, l'intérêt, c'est de limiter l'influence internationale d'où qu'elle vienne, même américaine, en s'appuyant sur une approche idéologique, comme quoi ça venait pas des États-Unis, mais plus exactement des réseaux globalistes de la gauche américaine. Donc un combat souverainiste qui doit continuer, eh bien ce sera le mot de la fin. Thibaut Gibelin, merci beaucoup d'avoir répondu une nouvelle fois présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes professeur invité au Matthias Corvinus Collegium de Budapest et que vous avez publié l'essai « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne » que l'on peut retrouver sur le site de TVL. Thibaut Gibelin, merci encore. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, évidemment, n'oubliez pas de le commenter, de le partager et d'ajouter un petit pouce bleu. Merci à tous et bonne soirée.